Alors, on est rendu à l'étape du panel. Un peu comme tout à l'heure, on va prendre les questions à la fin. Donc, on va tomber dans le concret. Je vous présente Julie Blais, consultante en stratégie d'affaires avec 25 ans d'expérience en comptabilité et leadership. Je vais vous laisser vous présenter plus longuement. Annick Ketchou-Gamo est spécialiste en éducation financière, coach et fondatrice de l'OBNL Code F, Santé financière pour tous, qu'on connaît bien. Je vous présente Anne-Catherine Damour, qui est directrice régionale chez Evol pour la capitale nationale. Bienvenue. Et Amélie Rassette, coordonnatrice du projet FlexiPrêt à la SADC de Shawinigan. Alors, mesdames, je pense qu'on pourrait commencer en vous demandant de vous présenter votre parcours. Je vous donne 2-3 minutes là, pour qu'on ait le temps au moins d'avoir un peu de matière dans votre histoire. Bien, vu qu'on est dans la diversité et l'inclusion, bien, je vais vous parler de mon parcours un petit peu de jeunesse parce que faut inclure aussi des gens qui viennent d'un milieu peut-être défavorisé. Hein? Ça fait partie d'une diversité, donc la diversité économique. Alors, ma mère nous a élevés, mon frère et moi, seuls, monoparentales, pendant une bonne quinzaine d'années avant de se remarier. Puis, mon frère, il a une déficience intellectuelle. Donc, moi, je vis avec ça depuis. Il est même mon aîné, mais en fait, c'était moi qui m'occupais de lui à l'école, hein, parce que quand il se faisait écœurer, ben c'est moi qui le sauvais. Et puis, ça fait de moi, très tôt, hein, une grande fille responsable. Donc, à 8-9 ans, là, j'avais la clé dans le cou, puis je m'occupais que le midi, on mange, puis on retourne à l'école après. Fait que, donc, ça amène une diversité économique. Puis moi, ça a fait mon parcours, c'est que j'ai jamais été faire un bac à l'université, quelque chose qui m'a brimé toute ma vie. Hein. J'ai pensé à ça toute ma vie. Alors, moi, dans le fond, j'ai abandonné les études. Je suis retournée aux études. J'ai terminé, en fait, 2 DEC. J'ai suivi plusieurs cours à l'université sans jamais composer un bac complet. Donc, par-ci, par-là, selon mes goûts, mes intérêts. Et en 2018, j'ai fondé ma propre entreprise, donc de produits. Donc, j'ai travaillé 20-25 ans en comptabilité-gestion avant ça dans différentes entreprises. Puis, j'ai fondé BIMO, qui sont des nappes et napperons à colorier. Vous avez dû me voir peut-être dans l'œil du dragon, l'émission en 2021. Et j'étais finaliste au FIDEID aussi dans 2 catégories ici à Québec en 2022. Et j'ai vendu l'année dernière, donc en avril 2024. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai vendu. Pourquoi j'ai vendu? Bien, ça respectait plus mes valeurs écologiques, environnementales. Donc, c'est bien beau de faire venir un conteneur là, de nappe à colorier, mais quand même, le textile, ça a un gros impact. Puis, même s'il était lavable et réutilisable, moi, je ne pouvais plus vivre avec de favoriser la surconsommation. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'au fil du temps, on apprend à se connaître, hein, puis voir vraiment où sont nos valeurs, puis vers où on veut aller. Alors là, ça fait tout juste 1 an environ que je suis le parcours d'entrepreneur, que je les aide dans leur croissance, dans leur rentabilité. Puis je viens de terminer un certificat en prospective stratégique, donc pour mieux anticiper le futur, se préparer à ce qui s'en vient, mais aussi innover, être plus proactif que réactif. Merci, Brigitte. Ça fait plaisir. Bonjour. Donc, Annick Ketchou-Gamo, immigrante, entrepreneur, maman aussi. Donc, le petit bruit de fond que vous entendez là, c'est ma petite fille. Ça va bientôt faire 15 ans que je suis au Québec, cette année-ci. Je suis arrivée dans le cadre d'un échange universitaire entre une école de commerce en France puis l'Université Laval. Et je suis tombée en amour avec Québec, je suis restée. Après avoir travaillé pendant près de 7 ans dans le domaine des services financiers, notamment tout ce qui est administration des produits d'épargne individuelle et collective, la gestion de patrimoine financier, en fait, j'ai fait face à ce qu'on appelle un plafond de verre dans ma carrière en tant que, je pense, jeune femme racisée voulant évoluer dans le domaine de la gestion de patrimoine financier à Québec, qui, à l'époque, et c'est un secteur qui est quand même encore assez conservateur. Assez masculin. Oui. Et ne voulant pas aller à Montréal ni à Toronto pour continuer ma carrière de la développer, voulant rester à Québec, j'ai décidé de créer un emploi à mon image.
Et c'est là que Code F est arrivé, notamment aussi parce que j'ai fait des constats de besoins dans la communauté, notamment le fait que plusieurs communautés, notamment les jeunes, nos arrivants en communauté non culturelle et les femmes, donc 3 catégories à laquelle j'appartenais au fond, étaient très, très mal desservies en termes d'éducation financière. Et après avoir travaillé dans la gestion de patrimoine, on se rend compte qu'à moins d'avoir un patrimoine financier de 100 150 000 en montant, on n'a pas accès à ce que j'appelais la Rolls-Royce des services financiers, accès aux planificateurs financiers, aux notaires, aux fiscalistes qui nous aident à payer moins d'impôts possible, etc., etc., etc. Et donc, je me suis dit justement comment faire pour démocratiser ça, rendre ça beaucoup plus accessible, afin que des personnes comme moi puissent avoir au moins accès à l'information dont ils ont besoin pour faire des choix financiers éclairés et responsables. C'est vraiment l'idée qui était derrière Code F que j'ai créée il y a bientôt, enfin non, même pas bientôt, il y a 6 ans quasiment jour pour jour. C'était donc en mars 2019 que j'ai quitté mon bel emploi pour me lancer dans Code F. Après avoir fait une formation à l'École d'entrepreneuriat de Québec. Donc là, c'est quand j'ai eu l'idée de me passer en entreprise, j'ai fait cette formation-là. Puis après, j'ai juste fait le saut. En plus, c'est un parcours quand même assez atypique, je dirais, parce que Code F est né comme une Inc., donc entreprise classique, incorporée. Et parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez impliqué socialement. Okay? Mon parcours de vie est très marqué par l'implication sociale, mais justement, j'étais comme tannée de l'entrepreneuriat collectif pendant un temps. C'est que pour créer une OBNL à l'époque, là, qui correspondait beaucoup plus à mes valeurs, il aurait fallu que je trouve au moins 3 personnes pour constituer mon premier conseil d'administration. Puis je me disais, 3 personnes, là, enfin, le collectif, là, c'est comme genre, c'est lourd. Okay? J'avais fait de l'expérience par le passé, puis c'est lourd. Donc, je suis partie avec une Inc., puis chemin faisant, je me suis rendu compte que tout ce qui est social, ça me parle beaucoup plus, c'est beaucoup qui je suis, en fait. Donc, fin 2020, j'ai créé l'OBNL Code F et 2021, j'ai commencé la transition de tout ce qui était Code F avant vers le modèle entrepreneuriat social, économie sociale. Donc, j'ai trouvé les 3 personnes de confiance. Puis maintenant, le CA est beaucoup plus consistant que ça pour gérer Code F. Puis, depuis janvier 2024, on est officiellement 100% une OBNL. Entreprise d'économie sociale, mais avec beaucoup d'activités sociales de la communauté autour de la santé financière. Donc, c'est pas mal ça. Je pourrais parler de long en large de Code F, mais c'est ça. Puis aussi, c'est dans le contexte de Québec, justement, on a pu compter sur l'appui de la CEDEC, du pôle des entreprises d'économie sociale de Québec. On a nos bureaux ici au camp. Même si on n'est pas forcément technologique. Enfin, on a des projets technologiques, là, mais on a nos bureaux ici. Puis, on a aussi été accompagné par l'Université Laval, la centrale, pendant un temps, bref. Donc, du coup, enfin, on a, disons, touché un peu tous les écosystèmes d'accompagnement de Québec. Oui, Anne-Catherine Damour de chez Evol. Chez Evol, on fait du financement accompagné aux entreprises qui veulent avoir un impact positif sur la société ou sur l'environnement. Ce qui est particulier à Evol, c'est que 25 en fait, pour être financé, 25 des parts doivent être détenues par un groupe qu'on dit sous-représenté en entrepreneuriat. Donc là-dedans, on inclut les femmes, les personnes racisées, les personnes immigrantes, la communauté LGBTQ, les Premières Nations inuites et les personnes en situation de handicap. Donc 25 faut que l'entreprise, 25 des parts soient détenues. Puis, on fait aussi de l'accompagnement suite au financement. Donc, durant toute la durée de remboursement du prêt, l'entrepreneur va être accompagné chez nous. Merci beaucoup. Amélie? Amélie Racette, je suis une ressource partagée entre la SADC de Shawinigan et le réseau des SADC CAE du Québec. Donc, 67 organisations, dont la SADC de Shawinigan, qui font du développement local, régional, mais également de l'aide technique aux entrepreneurs et du financement également. Puis je coordonne le déploiement d'un nouveau projet qui s'appelle FlexiPrêt pour les femmes, où on aide les femmes qui entreprennent, mais qui aussi gardent une deuxième occupation, donc être maman, être proche aidante, aller être aux études, garder un emploi à la retraite. Donc, on trouve comment les aider. On va chercher leurs besoins parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés différemment. Merci beaucoup, mesdames. J'aurais envie de vous poser la première question. Qu'est-ce qui a été des facteurs favorables, accélérants dans vos parcours et des irritants, on va dire, dans vos parcours, des entrepreneurs, puis chères accompagnatrices, qu'est-ce que vous faites de mieux que les autres organisations pour aider à l'inclusion? Vas-y, Julie. Bien, c'est certain que moi,
de ma part. Dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de services d'accompagnement différents. Donc, on peut y trouver son compte. Puis, il y a des programmes vraiment d'enseignement en lancement d'entreprise. Donc, moi, j'ai suivi lancement d'entreprise à Fierbourg pendant 6 mois pour lancer mon entreprise parce que, oui, j'avais un background de comptabilité, mais je connaissais rien en entrepreneuriat. Donc, à ce moment-là, je trouve qu'il y a une facilité un peu quand même à démarrer. Je dirais que les lacunes, moi, ce que j'ai rencontré, bien, c'est certain, c'est au niveau du financement. Ayant eu mon entreprise à partir de 40 ans, bien, on s'entend que le 18-39 ans que je ne veux pas nommer, les prêts, souvent, vont s'arrêter à 39 ans. Les mamans, on a souvent, une partie carrière. Ensuite, on a les enfants. On ne se lance pas normalement souvent en affaires quand l'enfant il a 3-4 ans. Donc, ça va comme venir quand on recommence à avoir un petit peu plus d'autonomie familiale. Alors, à ce niveau-là, bien, je dirais que c'est le financement. Puis, il y a aussi des organismes qui ont vraiment, des fois, une mission spécifique et même si tu n'es pas rendu à ce point-là dans ton entreprise, nécessairement, eux, pour avoir des subventions, tout ça, bien, ils doivent positionner les entrepreneurs vers cette voie-là. Donc, par exemple, l'exportation. Moi, j'ai commencé à exporter après seulement 2 ans. Avec du recul, je pense pas que j'étais rendue là dans mon entreprise. Je pense que j'ai comme un petit peu été influencée. Puis quand tu connais pas ça, ben tu penses que c'est peut-être la voie à suivre, mais ça l'était peut-être pas. Merci beaucoup. Allez. Parfait. Ben, je vais faire du pouce sur ce que vient de dire Julie. C'est, oui, le système de formation. En fait, tout ce qui est entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, on est quand même bien soutenu par rapport à ça. Disons, je suis allée à l'École d'entrepreneuriat de Québec, la CEDEC, le programme sismique, du pôle d'entreprise d'économie sociale de Québec qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. Puis je pense aussi la capacité de réseauter. Avec mon background et mon ancienne vie dans le domaine, puis je pense ma nature aussi, participer à différents événements, à différents réseaux. J'étais membre de la Jeune Chambre de commerce de Québec, j'allais avec le réseau des femmes d'affaires de Québec, et c'est la Chambre de commerce aussi. Donc, du coup, le fait de, justement, ça permet d'avoir accès à de l'information, parce qu'un des éléments qui manque, Joanie, c'est l'accès à l'information, surtout pour les personnes issues de l'immigration. C'est si tu n'as pas accès au bon réseau, tu n'as pas accès à la bonne information dont tu auras besoin. Donc, je pense que c'est les 2 trucs qui m'ont beaucoup aidé. Et en termes de freins, oui, le financement. Le financement, surtout pour une entreprise d'économie sociale. L'entrepreneuriat social, ça commence à être en vogue, mais quand on parle d'entrepreneuriat social, on pense beaucoup aux coopératives. Mais les OBNL qui ont une vocation, qui veulent avoir une pérennité économique, financière, mais aussi le côté social, c'est rough. Ouais. Okay? C'est rough de se faire comprendre, c'est rough de se faire financer et de comprendre qu'en fait, oui, on est à but non lucratif, mais on est une entreprise pareille. Donc, du coup, en besoin en termes de fonds de roulement, en termes de financer la croissance, etc., c'est même besoin qu'une entreprise classique. Sauf qu'à la fin de l'année, de la journée, je ne veux pas me payer des dividendes. Je n'ai pas de propriété, je n'ai pas d'investisseurs qui va investir dans moi. Donc ça a été le gros hic pour moi. Puis le deuxième hic, c'est l'accompagnement aussi. J'ai dit oui, c'était un plus, mais aussi l'accompagnement pour continuer à grandir. Quand notamment j'ai fait mon virage vers l'économie sociale, ça s'est bien fait. Comme dit, c'est direct pour le pôle d'entreprise, c'était là. Mais Code F, nous, on a des ambitions aussi technologiques. Notamment, il y en a un projet de création d'un outil de coaching financier virtuel utilisant l'IA. J'ai pris la peine de retourner aux études pour le développer, mais quand je sors, parce que je suis un OBNL, je n'ai aucune structure d'accompagnement. Parce que on n'a pas de propriété. Donc, du coup, par exemple, et c'est pas pour casser du sucre sur le dos, mais on a nos bureaux ici au camp, mais on ne peut pas bénéficier de l'accompagnement du camp pour notre projet parce qu'on n'est pas une Inc. Ça fait que j'ai dû parfois aller à Montréal pour trouver de l'accompagnement. Mais même là encore, tout ce qui est projet, on va dire technosociaux, donc porté par des OBNL qui ont cette ambition technologique-là, il n'y a pas grand-chose pour ne dire rien. Au point où ce projet-là, qui est un projet porteur, certaine,
important, j'ai dû le mettre en pause parce qu'à un moment donné, je dois prioriser d'autres trucs aussi, puis continuer à faire fonctionner mon entreprise. Et maintenant, je suis en congé maternité. Donc, c'est des choix qui doivent se faire, mais c'est des choix qui sont déchirants parce que, justement, on est un peu laissé à nous-mêmes. Puis si je peux ajouter, il y a beaucoup de programmes, effectivement, qu'il faut être Inc. Donc, il faut s'enregistrer en société. Si on commence par être simplement enregistré, on n'a pas droit à des programmes d'aide ou de subvention. Donc, nécessairement, on engage des frais pour s'incorporer à ce moment-là. Puis, il y a aussi dans le côté financier, bien, il faut avoir certains investissements. Bien, il faut avoir 1 million de chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions, etc. Alors, moi, après 3 ans, j'étais rendue à un demi-million, mais c'était toujours pas suffisant. Et c'est un peu ça qui manque des fois, c'est de l'aide pour se rendre à 1 million. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir de l'aide dans vos organisations? Bien, oui, absolument. Puis pour répondre à ta question, je pense que c'est une politique d'aide financière qui va être plus souple, qui va pouvoir répondre à ça. Puis c'est un peu, nous, ce qu'on a développé, là, je pense. Par exemple, une mise de fonds de seulement 5 C'est souvent dans les démarrages sur le marché, on va voir du 20-25 On peut financer, nous, des coopératives ou des OBNL. Fait que c'est une politique d'aide financière qui est vraiment moins cadrée, beaucoup plus souple. Puis évidemment, je peux pas passer sous silence, nous, qu'on a passé de Femmes et Sœurs à Evol, qui est venu vraiment élargir notre clientèle qu'on pouvait soutenir là, grandement. Et vos critères, j'imagine? Également, oui, en plein ça, voilà. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Qu'est-ce qui a changé? Si on veut aider les organisations à faire le passage, là, comment vous avez transitionné? Élargi, oui. Bien, auparavant, on soutenait surtout les femmes. Maintenant, c'est tous les groupes sous-représentés que je vous ai nommés tout à l'heure. C'est 25 des parts qu'il faut qu'ils soient détenus. Fait que ça, c'est ce qui a changé. C'est ce que je vois, oui. Au BNL, il me semble que c'est nouveau aussi. Au BNL, c'est nouveau aussi, effectivement. Mais oui. Ben oui. Même le 5 aussi, là. Je sais, j'ai négocié la politique d'investissement en 2015. Puis, fait que dans le fond, le pourcentage demandé, le type d'entreprise, donc au BNL, puis une plus large clientèle. Oui, exactement. Puis je dirais l'accompagnement aussi qui vient s'ajouter, l'accompagnement personnalisé. Puis on a développé beaucoup d'outils sous Evol. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site Internet d'Evol. On a la brigade conseil, un petit bijou. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça pour les entrepreneurs. C'est très pertinent. Notre boîte à outils sur le site, on a développé toutes sortes d'outils, autant pour le développement durable, la gestion financière, il y a des capsules, il y a toutes sortes de choses. Fait que ça vaut la peine vraiment de jeter un coup d'œil. Merci. De notre côté, en fait, j'ai besoin de vous expliquer d'où ça vient pour que vous compreniez bien. En fait, c'est la SADC de Shawinigan qui, en faisant une étude sur l'entrepreneuriat féminin classique, s'est rendu compte que beaucoup de femmes d'affaires dans leur réseau ne pouvaient pas participer parce que ces femmes-là gardaient une deuxième occupation puis n'étaient pas à temps plein dans leur projet entrepreneurial. On va se le dire que des fois, un pas temps plein, ça ressemble à 45 heures quand même, tu sais. Puis on s'est rendu compte que c'était quand même une bonne proportion des femmes. Fait qu'on a voulu étudier, en fait, cette situation-là. Puis on s'est rendu compte que ces femmes-là, ben non seulement ont des besoins différents, mais ont des motivations, des objectifs différents. Fait qu'on a voulu accompagner ça. On a réfléchi, on a partagé ces informations-là avec notre réseau qui ont voulu embarquer dans le pas avec nous pour pouvoir développer des nouveaux services pour ces femmes-là. Donc, un accompagnement qui est personnalisé, individualisé vraiment à la situation de cette personne-là puis de son entreprise, du projet qu'elle veut développer, du financement avec des critères, je dirais, très inclusifs qui sont vraiment objectifs, 4 critères. C'est quoi les 4 critères? Parce que là, on a besoin de comprendre. Il faut que l'entreprise soit viable, non, le projet soit viable. Il faut que la personne, soit via son entreprise ou via ses autres occupations, puisse avoir la capacité de rembourser parce que ce n'est pas de la subvention. Ouais. Là, j'en ai dit 2. J'ai perdu. Donc, le projet viable, la capacité de remboursement. Faut également que la personne ait une cote de crédit qui soit acceptable. Par contre, dans les cas où c'est pas le cas, ben on va accompagner cette personne-là vers l'amélioration de sa situation. Puis là,
J'ai échappé le dernier. Ben, ça doit As-tu des être secteurs? les femmes. Il n'y a pas de secteur. Oui, il C'est faut pas de être une secteur. femme, effectivement, mais C'est vous ça. direz qu'on ne vérifie pas les pantalons. Bon. OK. Merci beaucoup. Madame, de quoi auriez-vous eu besoin? Tu sais, pour vous sentir encore mieux accompagné par l'écosystème. Bien, c'est sûr que de mon côté, j'aurais aimé avoir un accompagnement vraiment personnalisé. Il y a tellement d'organismes qu'on se perd totalement. Un offre ça, l'autre offre d'autres choses, puis on ne sait pas vers où s'orienter. Donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là. Puis c'est sûr que moi, oui, j'avais fait de la comptabilité pendant 20 ans pour différentes entreprises à Québec, mais quand c'est toi, ton coût de revient, comment tu mets en marketing, combien tu mets, tu sais, tout ça, j'avais de la misère à le quantifier. Tu sais, combien on met en publicité, j'en avais pas la moindre idée. Tu sais, c'est un pourcentage, mais oui, mais combien? La première année va être différente de la 5e année, etc., etc. Donc, c'est sûr que... Puis, moi, je travaille en comptabilité, puis souvent, je me dis, la bête noire des entrepreneurs, c'est la comptabilité. Moi, je leur dis tout le temps, regarde pas tes chiffres une fois par mois ou à chaque trimestre. Il faut que tu les regardes toutes les semaines. Mais imagine, là, moi, je savais de quoi je parlais, puis j'ai eu de la difficulté. Fait que, oui, il y a vraiment un accompagnement qui doit être personnalisé aussi. J'avais un peu le sentiment, Julie, que tu avais des objectifs, des intentions avec ton entreprise, notamment ta considération environnementale, mais que quand tu étais accompagnée, c'était pas tout à fait les mêmes objectifs. Oui, effectivement. Donc, je pense pas d'avoir été prête à l'exportation. Par contre, finalement, ça a eu du bon. Mes premiers gros clients personnalisés, donc custom qu'on dit, ça a été la boutique officielle de la Maison-Blanche à Washington. Puis c'est dans ces congrès-là que j'ai rencontré des musées puis des gens du Québec que je tentais de rencontrer, Bon, mais que les mails restaient sans réponse. Alors, des fois, c'est ça. On a un gros client aux États-Unis, puis après ça, ben, les gens nous font confiance. Fait que c'est après que j'ai eu le Carnaval de Québec puis l'aéroport de Montréal, mais j'aurais aimé ça les avoir en premier. Mais c'est ça. Fait que oui, effectivement. Puis, mais le reste, je pense que c'est vraiment d'avoir... tu sais, il n'y a pas vraiment d'organisme qui regroupe tous les organismes, alors on se sent un peu perdu dans tout ça. Ça fait 30 ans que je suis en entrepreneuriat, puis ça fait 30 ans qu'on se sent perdu, mais au moins, avec la technologie, on est capable de trouver un peu mieux ce qui nous convient. Annick, de quoi tu aurais eu besoin? Pareil que Julie, c'est de l'accompagnement personnalisé. C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir des mentors, notamment en entrepreneur social, etc., mais j'aurais aimé avoir un accompagnateur comme un peu un coach que je n'ai pas à payer des centaines de dollars parce que quand tu es une entreprise que tu as payé ça, c'est pas évident, tu n'as pas cet argent-là. Mais d'avoir quelqu'un, oui, parce que, en fait, veux pas, être entrepreneur, c'est un monde de solitude. Beaucoup. Puis, même si dans mon cas, moi, je suis entrepreneur collectif, j'ai un conseil d'administration, j'ai une équipe, on se sent facilement seul au milieu de tout ça, en fait. Parce que, en fait, c'est faire comprendre où est-ce qu'on s'en va à un conseil d'administration qui dit oui, tu es au BNL, mais tu n'es pas un communautaire. Et ça, c'est comprendre toute la vision qu'on peut avoir, mais aussi par rapport à l'équipe pour dire que oui, on veut être conscient, etc. Mais sauf que toute la charge mentale, etc., se tombe sur mes épaules à moi. On veut pas. Et donc, avoir l'accompagnement, oui, avoir quelqu'un avec qui me c'était des objectifs et à qui rendre des comptes, ce que je ne peux pas forcément faire avec un mentor, parce qu'il n'y a pas de relation-là. Et même aujourd'hui, où par exemple, je suis en congé maternité-ish, mais quand même, j'ai quand même un œil sur mon entreprise, oui, pas facile, mais c'est quoi les prochaines étapes? J'aimerais pouvoir parler aussi à quelqu'un pour dire, voici, enfin, pas me tenir la main, mais presque. Ça prend aussi ça. Fait que je pense que c'est le plus grand besoin que j'ai eu. Après, comme encore une fois, je veux renchérir sur le financement, de dire justement, oui, je suis un OBNL, je ne suis pas communautaire, j'ai besoin d'avoir une marge de crédit un peu plus consistante que celle que j'ai. Donc, je fais du pouce à ma banque, mais je vais sans regarder directement, mais je fais du pouce, j'ai un message à ma banque, une marge de crédit intéressante, une carte de crédit intéressante parce que justement, j'ai des besoins que ce soit entre le moment où je reçois l'argent de mes clients, de mes partenaires, de mes bailleurs de fonds, et au moment où j'ai besoin de les décaisser, il y a un délai et j'ai besoin d'avoir une marge de crédit intéressante. Donc, tout ça,
Et que oui, encore une fois, même si on est appelé OBNL parce qu'entreprise d'économie sociale au Québec, c'est des OBNL, ce n'est pas des Inc., on est une entreprise. Faut pas que tu arrives en négatif quand même. C'est ça. Et c'est ça, parce que j'ai des comptes à rendre. Si je ne veux pas être en négatif, effectivement, puis ma viabilité économique est beaucoup regardée. Ouais. Exact. Merci. Anne-Catherine, Amélie, qu'est-ce qu'on met de l'avant dans chacune des organisations pour plus d'inclusivité? Bien, chez Vol, on fait de l'accompagnement personnalisé. Fait que là, je suis comme... OK. Donc, c'est une belle solution. Mais, tu sais, en tant qu'accompagnateur, je pense qu'il faut garder en tête que chaque entrepreneur a un passé, a des compétences, a une vision de son entreprise. Puis il n'y a pas, il y a pas de faux pas. Je pense qu'il faut rester à l'écoute, il faut écouter, il faut pas prendre pour acquis, rien. Il faut parler. Je pense que, la conférence de tout à l'heure m'a vraiment parlé quand elle disait, bien, écoute, chaque entrepreneur a ses propres besoins, puis mon accompagnement va changer, tu sais. Puis souvent, je vais parler avec l'entrepreneur, je vais dire, bien là, ça fait 1 an là, que je te suis. Est-ce que tu es toujours à la même place? Est-ce que tu vois toujours ton entreprise aller au même endroit? Tu sais, récemment, justement, j'en ai un qui me dit, c'est un restaurateur, ça fait un petit bout qu'on se suit. Puis récemment, il me dit, hey, franchise. Oh, ça peut. On n'est plus dans... On n'a plus les mêmes ambitions. Fait que, tu sais, je pense de rester vraiment dans l'écoute, dans le questionnement, c'est où est-ce que tu veux t'en aller, parce que notre accompagnement va énormément changer, dépendamment du besoin puis de la vision d'entrepreneur. Puis dis-moi, l'accompagnement, est-ce que c'est les gens qui ont reçu un prêt? Exactement. Puis moi, à l'époque, il y avait des rencontres, mais à un moment donné, il fallait les payer. Est-ce que c'est toujours en... Non, là, l'accompagnement vient sur toute la durée de remboursement du prêt. Fait qu'exemple que ton prêt est sur 5 ans. De l'accompagnement pendant durant 5 ans. Voilà. OK. Moi, des fois, parfois, j'ai l'impression que les conseillers ont des programmes en tête. Puis l'écoute, elle se fait juste pour essayer de prendre l'entrepreneur puis de le rentrer dans un programme existant. Exact. Ce que je trouve bien de vos programmes, c'est qu'ils ont quand même moins de critères. Les critères à la base sont plus inclusifs. Dans le projet pilote, on a mis de l'avant justement la flexibilité. Donc, on va recevoir des gens à des moments qui sont pas sur les heures de travail. On va aller à des endroits où on peut les accommoder. Puis, je pense que la plus grande adaptation, c'est de ne pas cadrer justement. Tu sais, de l'entrepreneuriat, il y en a de toutes sortes. Puis, je pense qu'il faut ouvrir nos horizons sur ça. Puis, c'est pas la croissance à tout prix qu'il faut miser. C'est pas l'objectif de tout le monde, en fait. Je pense qu'il faut s'ouvrir à ça. J'aurais une question. Juste ajouter un truc aussi, Nathalie. C'est un truc que j'aimerais mentionner, c'est justement, Julie disait tantôt qu'il y a beaucoup de programmes, mais moi, ce que j'aimerais, c'est mon I have a dream moment, là, c'est un incubateur pour les entreprises d'économie sociale. Il y a des incubateurs pour tout ce qui est entrepreneuriat durable, technologique, etc. Mais entreprise d'économie sociale qui va... Parce que, par exemple, le projet sismique, tu peux une entreprise, c'est vraiment au moment de l'idéation. OK. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Mais aussi, justement, pour pouvoir offrir cet accompagnement vraiment ciblé autour des entreprises d'économie sociale, j'aimerais beaucoup. Bien, moi, je pense qu'un incubateur pour tout type d'entreprise, mais qui ont chacune une voix, un profil différent. C'est ça encore mieux, ouais. Exactement, là. Oui, effectivement. Finalement, un incubateur générique et inclusif. C'est ça que je comprends. Je pense que toute entreprise a besoin d'aide, a besoin de ressources. Malheureusement, on a tous des biais aussi, hein? Donc, c'est certain que les premières personnes, des fois, à nous encourager, ça va être notre famille, mais ça va être aussi les premières à nous décourager. Donc, effectivement, on ne peut pas tout dire à tout le monde parce que sinon, il n'y a personne qui se lancera en affaires. J'ai une question, mesdames, parce que là, vous avez le programme qui est flexible. Mais évidemment, ça vient dans une plus grande structure. Fait que ça a pris combien de temps convaincre la tête de vos organisations de changer de cette structure un peu plus flexible? Je dirais que c'est un travail de tous les jours. OK. Oui. Ben oui, encore aujourd'hui, je pense que puis les nouvelles générations vont continuer d'être à convaincre. Voilà. Faut juste pas arrêter. Non, faut pas arrêter. Faut pas arrêter. C'est le sexisme, le harcèlement. Tu sais, on en parle, mais je veux dire, moi, ça fait même pas 10 ans que j'avais un patron qui avait dit qu'il aimait ça nous voir avec des camisoles, avec des petites bretelles spaghetti. J'espère que tu as changé de job. C'est pas... fait que ça fait pas si longtemps que ça. Donc, il faut continuer constamment. Puis même quand on a des présidents aux États-Unis comme ça,
faut encore plus continuer. Ça, c'est C'est d'accord. pas gagné avec d'avance, hein? Fait que je suis allée à la Chambre de commerce mercredi soir. Ça existe depuis 1809. La première femme élue présidente au CA de la Chambre de C'est commerce et d'industrie de Québec était en 2001. OK. 1809 et 2001, au moins. Et là, c'est une femme encore. Voilà. Je pense qu'on pourrait peut-être passer à une ou deux questions. Non? Oui? Oui, parfait. Gênez-vous pas. Il y a beaucoup dans ce que vous dites. Vous parlez de vos ambitions entrepreneuriales qui étaient un petit peu différentes que celles, dans le fond, que je comprends, on a essayé de vous faire adopter. Annick, je t'ai déjà entendu dire, moi, je vise pas l'hypercroissance. On me l'a un peu... En fait, On essaie de me l'imposer. Toi, tu disais l'exportation avec mes valeurs environnementales. Fait que les ambitions entrepreneuriales que vous portez ne sont pas celles qui correspondent au monsieur à cravate qu'on a vu tantôt dans la présentation de Marie-Pierre et de Sophie. C'est ce que je comprends. Ben, ça dépend. oui, ça dépend. En fait, moi, je pense que l'argent n'apporte pas nécessairement le bonheur. Hein? Il y a deux choses. Moi, je fais du coaching en lancement d'affaires, puis je dis à mes étudiants, oui, l'hypercroissance, mais au niveau de la rentabilité, la ligne du bas, combien il en reste? Donc, si tu fais 1 million puis tu te restes 50 000, puis tu fais 150 000 puis tu te restes 50 000, il y a peut-être moins d'investissement, tu sais, que tu as mis, moins de temps et de temps de mauvaise qualité, peut-être, que tu as mis, puis tu arrives au même résultat. Donc, c'est ça. Puis, en fait, je ne vise pas l'hypercroissance financière, OK? Mais je veux avoir le plus d'impact possible. La vision de Côte F, c'est d'être un organisme de référence en termes de santé financière au Québec et au Canada francophone. Je vise à grandir. Mais c'est sauf que c'est pas faire des millions de chiffres d'affaires qui m'intéresse, c'est aider le plus de monde possible à améliorer la santé financière. Donc, c'est l'impact que je vais générer. C'est ça mon hypercroissance à moi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, mesdames. Je pense qu'on peut...